Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast Censure. Au sommaire de ce numéro, les émissions qu'on aimerait revoir à la télé, épisode 2. C'est la suite de cette thématique qui vous a beaucoup plu, à en juger par le nombre d'écoutes du premier épisode et qui était surtout notre tout premier podcast. Par ailleurs, précisons que certaines émissions que nous avions évoquées dans le premier volet et dont nous souhaitions le retour, sont tout simplement revenues à l'antenne entre-temps. Nos vœux ont été exaucés puisque donc Il y a que la vérité qui compte a rouvert son rideau pour une salve de best-of diffusée en prime sur C8 et il n'est pas exclu qu'elle revienne en inédit très prochainement sur la même chaîne. Et puis toute la génération Hit Machine a eu le plaisir de retrouver Charlie et Lulu reprendre du service sur W9 le temps de soirées exceptionnelles. Là encore, il est fort probable que d'autres primes soient tournés prochainement avec le duo. Et puis M6 aussi a annoncé récemment relancer un autre programme musical culte et phare de la petite chaîne qui monte, Dance Machine. Et puis enfin, vous n'avez pas pu y échapper, 2022 a été l'année du retour tant attendu de la Star Academy sur TF1. Le château de Damary-Lélis a accueilli en son sein une nouvelle promo avec beaucoup de succès qui s'est conclu avec la victoire de la talentueuse Anisha, une nouvelle saison que nous avons suivie avec assiduité et débriefée lors de 2 podcasts exceptionnels en compagnie d'Alice et Maud, que nous saluons, qui sont toujours disponibles, pas Alice et Maud, les podcasts, dont celui consacré à la finale qui reste un record d'écoute absolue en ce qui nous concerne. Alors pour ce second volet, encore plus de jeux cultes, de divertissement inoubliable et de talk nostalgique. Nous allons revenir sur ces programmes du passé avec plein d'anecdotes étonnantes et on va voir que beaucoup ont marqué toutes les générations. Bonjour Lucas. Bonjour Seb. Et nous ne serons pas 2 aujourd'hui, chers auditeurs, à vous révéler quelles sont les émissions que l'on aimerait revoir à la télé, mais 3, puisque nous sommes heureux d'accueillir Cyril, qui nous fait le plaisir en tant que fidèle lecteur et auditeur de nous rejoindre. Bienvenue parmi nous Cyril. Bonjour à vous. Et je vous invite maintenant à vous mettre les gars en rang, dans le calme et en silence, puisqu'on attaque tout de suite notre 2e épisode sur les émissions qu'on aimerait revoir à la télé avec ce générique. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Discipline stricte et travail acharné triomphent de toutes les difficultés. Telle était la devise du pensionnat. D'abord situé à Chavagne pour la saison 1 en 2004, puis à Sarlat pour la saison 2 en 2005, le pensionnat était une émission de télé-réalité diffusée sur M6 qui suivait le quotidien d'élèves des années 2000 plongés au cœur du système scolaire des années 50-60. Exit téléphone portable et ordinateur, bonjour uniforme et lit au carré. Ils étaient 24, avaient entre 14 et 16 ans et un objectif commun, décrocher leur certificat d'études à l'instar de celui obtenu par leurs parents ou grands-parents. Les élèves vivaient en interne dans ce pensionnat et dans 2 chambres séparées, celle des filles et celle des garçons. Toute une équipe pédagogique encadrait les adolescents durant leur séjour, à commencer par M. Dignat, le directeur du pensionnat de Chavagne et professeur de morale, mais aussi Mme Borins, professeur de français, M. Brun, professeur de sciences et de mathématiques, M. Zirmi, professeur d'histoire géo, ou encore Mademoiselle Bertrand, surveillante des demoiselles du pensionnat. Mais comment évoquer l'équipe pédagogique sans parler de M. Navaron, le surveillant général du pensionnat? Ah oui, effectivement, je confirme. D'ailleurs, si je peux me permettre... Tais-toi! Je parle! C'était ça, M. Navaron, un surveillant autoritaire et très à cheval sur les règles de discipline. Un personnage haut en couleur, sévère mais juste. Et pour cause, M. Navaron n'avait rien du comédien puisqu'il était réellement dans la vie de tous les jours surveillant d'internat dans un collège d'Auvergne. Ses rappels à l'ordre ont plus d'une fois fait trembler les caméras d'M6 et chacune de ses interventions est devenue culte. Au dortoir, il n'y a rien de particulier ce matin. Est-ce que vous avez un petit peu répondu à Mlle Biorel ce matin? Oui. Et à Mlle André? Non. Du tout, vous êtes sorti, vous avez reconnu votre... C'est parce qu'elle m'a dit! Si Mlle Biorel est intervenue, levez-vous! C'est qu'elle a des bonnes raisons! Si votre professeur de chant vient dans mon bureau, sans rendez-vous, c'est qu'elle a des raisons! Alors pour vous, c'est terminé, la liberté! Vous avez l'air de rien! On est des clochardes! Non seulement personne ne peut plus vous supporter, mais maintenant on n'a même plus envie de vous regarder. C'est pas moi qui m'ai mis de langue toute seule, j'ai pas que ça à faire.
Je suis assez contrarié, vous me parliez sur ce ton. Bah vous aussi alors là. Je suis assez contrarié. Ouais. Quel problème de politesse? Mais c'est pas moi qui m'ai mis de l'encre, monsieur. Mais je m'en moque. ben alors, Vous n'avez pas à faire de réflexion. Non. La politesse et vous, ça fait deux. Personne ne peut vous supporter. Ni les professeurs, ni le personnel des cuisines, ni les surveillants. Allez vous voir dans une glace, vous, un jour. Qui est-ce qui va nettoyer ça? Qui est-ce qui est responsable du trousseau? À qui appartient la blouse? Nous sommes dégoûtés. Nous n'avons même pas de colère contre vous. Nous avons de la pitié. Vous faites pitié. Monsieur Navarron devient très vite la star du programme et est pleinement plébiscité par le public, au point de gagner du galon et de devenir le directeur du pensionnat de Sarlat lors de la saison 2. Du côté des élèves, pas facile de se glisser dans les souliers d'écoliers des années 50-60. Avec un emploi du temps chargé et studieux, chaque journée démarre avec l'obligation d'avaler une cuillère d'huile de foie de morue, qui sera remplacée par une cuillère de viandox lors de la saison 2. On retiendra également les histoires d'amour de Kevin et Olivia lors de la première saison. Ce dernier a même été exclu du pensionnat après sa mini-fugue nocturne et son attitude qualifiée comme irrécupérable en classe. Charlotte, autre visage marquant du pensionnat de Chavagne, frôlera également l'exclusion après avoir enfreint à plusieurs reprises les règles. En 2013 et 8 ans après le pensionnat de Sarlat, M6 décide de relancer le programme avec Retour au pensionnat. Nouveaux élèves, nouvelle équipe pédagogique, mais même principe. Suivre le quotidien d'élèves des années 2000 au cœur d'un pensionnat des années 50. Malgré des audiences satisfaisantes, M6 ne renouvellera pas l'émission pour une deuxième saison. Monsieur Navarron, qui garde un tendre souvenir du programme, est aujourd'hui très actif sur les réseaux et est un fervent défenseur de la cause animale. Il se définit par ailleurs comme résolument tolérant, sauf avec les amateurs de corrida. Grand amoureux des objets d'art, ce dernier aurait aimé participer à l'émission Affaires conclues pour y vendre l'un de ses biens. Mais cela ne s'est pas concrétisé, comme il l'a révélé dans un récent tweet. Vous avez une maladie génétique, monsieur Navarron. Vous ne pouvez pas marcher correctement. Donc, pas possible d'organiser votre venue dans l'émission. Trop contraignante pour nous. Que dire? Moi je dis pas cool, pas cool. Suivi du hashtag discrimination et du hashtag handicap. Aujourd'hui encore, nombreux sont celles et ceux qui souhaiteraient voir les portes du pensionnat rouvrir à nouveau pour y accueillir de nouveaux élèves. On passe de l'ambiance stricte du pensionnat à la cour de récréation permanente avec De Chavannes. C'était l'un des talk-shows des années 90 en concurrence avec Nulle part ailleurs sur Canal+. Entre septembre 92 et juin 95, Christophe De Chavannes, accompagné de Patrice Carmouze, nous accompagnait dans le monde de la déconne. Tous les soirs de la semaine à 19h en direct sur TF1. L'émission débutait avec ce générique culte que l'on vient d'écouter, d'un homme qui rentrait chez lui et qui se jetait sur son canapé en allumant évidemment sa télé sur la une. La musique du générique était même sortie en CD 2 titres. Alors forcément, quand on pense à Coucou c'est nous, on a tout de suite en tête les maladresses de Patrice Carmouze. Ce spécialiste autoproclamé des objets insolites ou nouveaux réalisait des manipulations approximatives ou des démonstrations très maladroites. On se souvient de séquences hilarantes comme un fauteuil censé être ergonomique qui se renverse, une fusée à eau qui explose au lieu de décoller, un matelas vocal très lunatique, un appareil photo avec télécommande qui ne veut pas se déclencher, ou encore un appareil à souder, qui ne soude pas. Et Patrice avouera lui-même ne pas s'entraîner avec les produits avant le direct afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Parfois, Christophe De Chavannes détournait l'usage premier de certains objets, comme un jouet rebondissant pour la plage devenu un masseur pour le bas-ventre. L'animateur, alors accompagné de Patrick Timsit à l'époque, ira même jusqu'à glisser l'objet dans son short. Mais revenons à Patrice, qui était régulièrement le souffre-douleur de Christophe, qui le désignait volontaire d'office pour toutes les expériences et démonstrations avec des intervenants. On se rappelle d'un spécialiste du lasso qui avait tranché une cigarette située entre les lèvres de Carmouze. De Chavannes, lui aussi, a tenté des choses très dangereuses, notamment avec un lanceur de couteau. En tout cas, les deux animateurs de Coucou c'est nous étaient aussi entourés d'une équipe de chroniqueurs. Sophie Favier, la touche charme de l'émission, donnait des leçons de savoir-vivre, de mode et de sport. Forcément, les démonstrations dérapaient, surtout lorsque Sophie proposait à son invité, ainsi qu'à Christophe et Patrice, de les rejoindre en fin d'émission dans une baignoire.
Charlie et Lulu interprétaient chaque soir, eux, un titre en étant déguisés. Mention spéciale pour une entrée sur Thriller de Michael Jackson qui avait particulièrement été réussie. Et on vous invite évidemment à écouter notre podcast dédié au Hit Machine si vous voulez tout savoir sur le duo Charlie et Lulu. On n'oublie pas l'irrésistible Pierre Bellemare et ses histoires de faits divers, le professeur Ivar et ses expériences ludiques, et bien d'autres chroniqueurs. Une époque où les animaux aussi étaient très présents sur les plateaux. Souvent incontrôlables, les bêtes à poil domestiques ou sauvages garantissaient aussi des moments insolites dans Coucou c'est nous. On se rappelle d'un carlin qui chantait, de l'interview d'un cochon par De Chavannes, longtemps moqué par les guignols de l'info, d'un orang-outan qui partageait une banane avec l'animateur tout en lui serrant le cou, d'un tigre qui jouait avec la jambe de Patrice et d'une chute des animateurs alors qu'ils avaient chevauché un taureau. Il y a eu aussi des dérapages incontrôlés qui auraient pu mal se terminer à Munich lors d'une délocalisation exceptionnelle à l'occasion d'un match avec l'OM. Problème, l'invité, c'était Enrico Macias, supporter marseillais évidemment, qui a reçu de nombreux objets sur lui. Hors antenne, il a même échangé des insultes avec les plus virulents. Il y a eu aussi Patrice qui a failli se faire embrocher par une vachette sur le plateau lors d'une spéciale Sud-Ouest. Coucou c'est nous recense un nombre record de délires avec les invités. Bataille de sumo avec Pierre Palmade, le comédien Django Edwards qui a retourné le plateau et fait chavirer Sophie Favier, un lancer de crêpes avec le réalisateur Patrice Lecomte, et évidemment, devinez quel est le seul qui jette sa crêpe sur la barre, c'est Patrice Carmouze. Coucou c'est nous osait des choses impensables aujourd'hui sur un plateau télé en direct. On peut retrouver l'intégralité des émissions, les séquences cultes, les fous rires ainsi que des bonus sur la chaîne YouTube officielle de l'émission qui affiche plus de 5 millions de vues. Mais Lucas, j'ai une question. T'as déjà joué au Ni oui ni non ? Absolument. C'était l'un des jeux téléphoniques de l'émission, ce Ni oui ni non. Les gendarmeries et les commissariats de police étaient les victimes préférées de De Chavannes pour faire ce jeu avec à la clé un filet garni, certains raccrochés au nez, d'autres étaient très joueurs comme Lucas. Et on enchaîne justement avec un jeu culte qu'on aimerait vraiment revoir. Qui est qui ? Qui est qui ? Bonsoir, bonsoir. Mais qui est qui? Qui est qui? Qui est qui était un jeu diffusé sur France 2 entre 96 et 2002, animé par la pétillante Marie-Ange Nardi, et qui avait pour principe de faire deviner à des candidats le métier ou la passion d'un panel de 6 personnes. Le jeu était divisé en 3 manches. Lors de la première, chaque candidat disposait d'un crédit de 100 points qu'il pouvait miser en totalité ou en partie en attribuant un métier à l'une des 6 personnes du panel. Celle-ci devait alors répondre à une question correspondant au métier supposé. Si la réponse donnée était la bonne, le candidat gagnait sa mise. En revanche, en cas de mauvaise réponse, il perdait ses points. Le candidat totalisant le moins de points à l'issue de cette première manche était éliminé. Lors de la seconde manche, chaque candidat devait à nouveau attribuer un métier à l'une des 6 personnes du panel qui étaient alors invitées à se glisser dans la peau du domaine choisi en effectuant une mise en situation sur le plateau. Lors de ces petites mises en scène, il était fréquent que les membres du panel soient assistés par la délicieuse Pépita, co-animatrice de l'émission. À l'issue de la scénette, le public décidait s'il était convaincu par la prestation ou non en votant. En fin de manche, un candidat est éliminé et un autre devient finaliste. Pour la manche finale, le candidat devait attribuer à chaque membre du panel le métier lui correspondant en se basant sur les réponses données lors de la première manche et les mises en situation de la deuxième. Dès lors qu'il associait la bonne personne au bon métier, il gagnait 1000 francs. Puis ce gain doublait à chaque bonne attribution supplémentaire, passant ainsi à 2000 francs, puis 4000, puis 8000, 16000, et pouvant ainsi lui rapporter 20 000 francs en cas de sans faute. Outre Pépita, une voix off officiait aussi dans l'émission n'était autre que Guy Lecluse, acteur bien connu que l'on a pu voir par la suite dans Bienvenue chez les Ch'tis aux côtés de Danny Boone ou encore dans la série Soda où il jouait le père de Kev Adams. Le jeu a été un véritable succès à la fin des années 90 durant lesquels il réalisait de nombreux records d'audience. En 1998, par exemple, Qui est qui rassemblait jusqu'à 4 400 000 téléspectateurs, soit plus de 23% de part de marché. Près de 20% en 1999, avec plus de 3,6 millions de téléspectateurs, et jusqu'à 24,7% de part de marché en juin 2000. Plusieurs prime time spéciaux ont également été diffusés entre 97 et 99. En 2009 et 2010, TF1 diffuse un jeu qui rappelle quelque peu Qui est qui, sous le nom de code Identity.
Plusieurs projets de remake ont souvent été annoncés, malheureusement, sans suite. Parlons maintenant d'un autre divertissement où l'on pouvait aussi se demander mais qui balance les dossiers? Recevoir une personnalité et lui faire avouer tous ses travers, ses petites manies et autres défauts du quotidien à l'aide de complices membres de son entourage est venu tout balancer, dissimuler sans que ce dernier ne connaisse leur identité. Tel était le principe de Panique dans l'oreillette. L'émission était diffusée sur France 2 du 6 septembre 2008 au 30 juin 2010 et animée par l'excellent Frédéric Lopez, qui recevait chaque semaine une ou deux personnalités qui se retrouvaient face à lui. L'animateur était relié grâce à une oreillette à des proches de l'invité qui devenaient le temps d'un soir ses complices et qui prenaient place dans une bulle surélevée située juste au-dessus du fauteuil de la personnalité. Dès lors que celle-ci se levait de son fauteuil, un grand rideau venait masquer les complices présents dans la bulle, empêchant ainsi cette dernière de découvrir qui y avait pris place. Le public disposait de casques, leur permettant également d'entendre ce que les complices balançaient au sujet de la personnalité présente sur le plateau. Les complices de l'animateur étaient composés d'amis, de proches ou de collègues de l'invité reçu. L'expérience était totalement déstabilisante pour les personnalités présentes en plateau, qui voyaient ainsi le public éclater de rire ou réagir avec étonnement sans qu'ils puissent en comprendre les tenants et les aboutissants. Des surprises ponctuaient régulièrement l'émission. Interrogé récemment sur un potentiel retour de l'émission, Frédéric Lopez a reconnu qu'il aimerait beaucoup, mais qu'il n'y croyait pas vraiment. Celle-ci étant vraiment compliquée à mettre en place et demandant énormément de moyens, de travail et d'organisation. L'ensemble des émissions est disponible sur la chaîne YouTube du programme, qui connaît un réel succès avec plus de 8 millions de vues cumulées. Il y a une chanteuse phare des années 80 qui a animé un jeu culte dans les années 90. Vous vous en souvenez ? Parlons maintenant d'un jeu télévisé interactif diffusé de 92 à 94 sur France 3. Oui, j'ai bien dit interactif et 92 dans la même phrase. Souvenez-vous de Hugo Délire, puis Les Délires d'Hugo, présenté par Karen Cheryl, qui, selon Jean-Pierre Foucault, a chanté par devant, par derrière. Des jeunes téléspectateurs faisaient évoluer le troll Hugo dans un mini-jeu vidéo grâce aux touches de leur téléphone. La touche 4 pour aller à gauche, la touche 6 pour aller à droite et enfin la touche 5 pour lever ou faire baisser la tête d'Hugo. Un jeu qui a nécessité près de 67 000 heures de programmation. Alors le but étant de récupérer donc un maximum de sacs d'or sur le parcours, rejoindre et libérer son amoureuse Hugoline, tout en évitant évidemment les différentes embûches et pièges sur son chemin. Et Hugo explorait tout et n'importe quoi. Une voie ferrée, un avion, une mine, une montagne, une forêt et même sous la mer. Les gagnants pouvaient ainsi transformer leur périple en véritable voyage à l'arrivée chez Center Park ou alors en Tunisie. Et chaque jour, c'est en moyenne entre 25 000 et 40 000 personnes qui composaient le 36 68 33 33. Et oui, et les numéros de téléphone étaient à 8 chiffres à l'époque, pour tenter, vous avez compris, de participer à Hugo Délire. Ce jeu, d'ailleurs, est un concept d'origine danoise. Il a été diffusé dans plus de 40 pays dans le monde. En France, il a été proposé d'abord quotidiennement, juste avant la classe de Fabrice, et puis hebdomadairement, le mercredi, évidemment, jour des enfants, sur France 3. L'idée nouvelle, cette fois-ci, ça a été de confronter sur le plateau de l'émission des joueurs anonymes à une célébrité. La voix du troll, elle, était réalisée par Philippe Bruno. C'est un acteur qu'on a notamment vu dans Un Indien dans la ville, sorti au cinéma en 94. En décembre 92, dans l'émission Double Jeu, Karen Cheryl explique à Nagui que ce qui est amusant, je cite, c'est que les gens peuvent jouer chez eux, c'est-à-dire avec simplement un téléphone tout à fait traditionnel, un téléphone à touche. Et avec le recul, aujourd'hui, on se dit que c'est une prédiction incroyable en fait sur l'usage de nos téléphones, car rares aujourd'hui sont les émissions qui ne vous invitent pas à participer à des jeux audiotels. En 94, Canal+ s'inspire du concept et propose Pizza Rollo. Le but, livrer un maximum de pizzas en scooter.
Du coup, tous les soirs, à 18h30, juste avant Nulle part ailleurs, eh bien, c'est l'animateur David Chevalier qui aide les candidats dans une course similaire où cette fois-ci, il faut appuyer sur la touche 2 pour faire accélérer donc son scooter et éviter les obstacles. Alors après l'arrêt de l'émission, Hugo Délire a continué à vivre avec des produits dérivés. Par exemple, en 2014, Hugo Troll Race reprend tous les codes du jeu mythique des années 90 pour le transformer en un running game sur smartphone, plutôt apprécié d'ailleurs. L'année d'après, en 2015, on se surprenait quand même à voir Cristiano Ronaldo partager la vedette avec Hugo dans un jeu vidéo de skateboard intitulé Ronaldo et Hugo Superstar. Aujourd'hui, Hugo est toujours présent sur Play & Go, qui est une plateforme de machines à sous et de jeux en ligne. Des aventures évidemment plus modernes, inspirées de franchises à succès telles que Mario Kart et les Fous du Volant s'y trouvent. Le petit troll insolent a encore de beaux jours devant lui. On peut évidemment revoir l'émission Hugo Délire avec de nombreux extraits dispo évidemment sur YouTube ou encore Dailymotion et bien évidemment sur le site de l'INA. De toute évidence, Seb, Hugo Délire était prêt à tout pour sauver Hugoline et n'avait peur de rien, contrairement au candidat de la prochaine émission dont va nous parler Cyril. Fear Factor était une émission diffusée sur TF1 en seconde partie de soirée entre 2003 et 2004 et animée par Denis Brognard. Comme son nom l'indique, Fear signifiant peur en anglais, elle était basée sur les peurs et les phobies des candidats qui devaient s'y confronter. Qui n'a pas rêvé de goûter aux arômes délicats de testicules d'agneau, de plonger dans des eaux profondes avec un bloc de pierre au pied, ou de nager avec des anguilles, toute lumière éteinte? A priori, personne, et pourtant, plusieurs centaines, voire milliers de candidats se sont bousculés lors des appels au casting pour participer à ces épreuves extrêmes. Fear Factor, produite par Endemol, a été un véritable phénomène de mode au début des années 2000, allant jusqu'à devenir l'un des programmes les plus vendus au monde. Comparé à Fort Boyard pour sa faune, à Koh-Lanta pour ses dégustations, Fear Factor a déchaîné la chronique. Souvenez-vous, avant même le lancement de l'émission, de nombreux extraits, parfois violents, étaient diffusés un peu partout sur le web, affligeant ainsi au programme l'étiquette de Trash TV. Le soir de la première diffusion, Denis Brognard a annoncé la couleur en ouvrant l'émission par ces mots : surmonter ses angoisses, vaincre ses pires phobies, se dépasser physiquement et surtout mentalement, c'est la loi de Fear Factor, c'est la loi de la peur. 6 candidats, 3 hommes et 3 femmes, s'affrontaient pour tenter de remporter la somme de 10 000 € mise en jeu. Mais pour y parvenir, ils devaient affronter leurs peurs et appréhensions les plus secrètes au cours de ces 3 épreuves éliminatoires. Parmi elles, faire la plus longue distance attachée à un buggy lancé à 45 km/h, rester allongé avec quelques 40 scorpions sur le ventre, sauter d'un hélicoptère en plein vol, ou encore plonger avec des alligators. Si la première saison, composée exclusivement de candidats anonymes, a été un succès, il n'en a pas été de même pour la deuxième. En effet, cette dernière mettait cette fois-ci en scène des candidats bien plus connus du grand public, venus jouer pour des associations comme d'anciens élèves de la Star Academy que l'on a pu voir au vélo au-dessus du vide à 60 mètres d'altitude, ou encore d'autres participants de l'émission Nice People aux prises avec des rats et des serpents. En somme, cela ressemblait presque aux prémices de la future émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là, qui sera diffusée 2 ans plus tard sur la même chaîne. Fear Factor rangera définitivement ses peurs au placard après cette deuxième saison et ses audiences en demi-teinte et après s'être attiré à plusieurs reprises les foudres du CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a en effet mis en garde TF1 lors de son assemblée plénière du 20 avril 2004 après avoir constaté dans les émissions diffusées les 18-25 février ainsi que celles des 3-10-24 mars 2004, la présence de nombreuses séquences dangereuses aisément reproductibles par les mineurs. En 2006, le groupe TF1 diffuse sur sa chaîne de la TNT NT1 la retransmission de l'émission américaine Fear Factor en version française. Cette dernière est animée par Clémence Castel, candidate emblématique de Koh-Lanta. De juin 2005 à mars 2020, les visiteurs du parc Universal Studios d'Orlando pouvaient affronter leur plus grande peur et devenir candidats à leur tour en participant à Fear Factor Live, un spectacle directement inspiré de l'émission. Si je vous parle d'un parking souterrain sans le moindre accès pour les voitures, ou encore d'une route qui n'aboutit absolument nulle part, qu'est-ce que cela vous évoque ? C'est de l'argent public gaspillé. Oui, de toute évidence, oui, mais moi je me demande surtout combien ça coûte.
Combien ça coûte était un magazine économique animé par le regretté Jean-Pierre Pernaut de 1991 à 2010 sur TF1. Elle avait pour maître mot de raconter la vie quotidienne des Français. Pouvoir d'achat, logement, fête de Noël, vacances, chirurgie esthétique, rien n'est oublié par l'émission diffusée en direct et surtout pas son thème de prédilection, le gaspillage de l'argent public. C'est l'un des tout premiers programmes à parler d'argent ouvertement et sans complexe à la télévision. Initialement, l'émission, coproduite par Christophe de Chavannes, est créée en remplacement estival de Ciel mon mardi et est diffusée tous les mardis de l'été 1991 sur TF1. Forte de son succès, l'émission, alors coprésentée par Jean-Pierre Pernaut et Isabelle Quenin, est diffusée un lundi par mois en deuxième partie de soirée de septembre 1991 à juin 1996. Elle sera diffusée pour la première fois en prime time le 20 décembre 1995 lors d'une spéciale Noël avec Muriel Robin et une seconde fois pour un sujet consacré à l'été avec Charlotte de Turckheim le 19 juin 1996. Dès lors, l'émission restera en prime time un lundi par mois jusqu'en 2001, puis un mercredi par mois de 2001 à 2008, toujours en prime, avant de devenir hebdomadaire à partir du 31 août 2008 et d'occuper cette fois la case du dimanche à 17h50. En 1998, l'émission est couronnée du 7 d'or de la meilleure émission de société. Si Jean-Pierre Pernaut incarne à lui seul le programme, il a été entouré de nombreux co-animateurs et chroniqueurs tels que Laurence Ferrari, Sophie Thalmann, Annie Lemoine, Pascal Bataille et Laurent Fontaine, Valérie Expert, Justine Fraioli ou encore Alessandra Sublet qui y a fait ses débuts. Malgré les changements de format, l'émission a été en perte de vitesse tout au long des années 2000. En 1998, Combien ça coûte séduisait 8,4 millions de téléspectateurs, soit 41,8% de part de marché. 6 ans plus tard, en 2004, elle n'attirait plus que 5,7 millions, soit 27% de part de marché. Cette année-là, pour tenter de donner un coup de boost à l'émission, Evelyne Thomas viendra même co-présenter cette dernière aux côtés de Jean-Pierre. Mais cette collaboration ne durera pas et s'arrêtera au bout de 6 mois. L'arrivée de l'ancienne animatrice star de C'est mon choix, tout droit venue de France 3, s'étant aussi soldée par une baisse des audiences. Alain Marchal, co-présentateur des Grandes Gueules sur RMC et BFM Story sur BFM TV, a récemment révélé dans l'émission Quelle époque qu'il avait débuté sa carrière en tant que pigiste pour Combien ça coûte à ses débuts. Il a par ailleurs indiqué qu'il occupait un bureau juste à côté de celui d'un certain Stéphane Courby qui était en charge de développer les services Minitel. Et oui, nous sommes en 1991, rappelons-le. Combien ça coûte était incontestablement le programme fétiche de Jean-Pierre Pernaut qui en gardait un souvenir ému. Ça a été un grand moment dans ma vie, une de mes fiertés, déclarait-il en interview. Tous nos reportages étaient ultra sérieux. On parlait d'argent, on dénonçait l'argent public gaspillé, mais on le faisait toujours avec humour, indiquait-il au micro de RTL en 2017. Combien ça coûte proposait aussi des astuces pour aider à moins dépenser. L'animateur avait souvent évoqué son envie de voir le programme renaître ces dernières années. L'argent est un thème qui intéresse tout le monde, qui gratouille des petites choses, expliquait-il à Télé 2 Semaines. En 2013, alors interrogé sur un éventuel retour de Combien ça coûte, Christophe de Chavannes s'y était refusé. Selon lui, le concept avait fait son temps. Si cette émission avait dû être reprogrammée, il y a longtemps que cela aurait eu lieu. Je pense qu'elle appartient à de l'histoire ancienne, indiquait celui qui a été le producteur historique de l'émission. C'est top de se replonger dans tous ces souvenirs avec vous les gars, mais moi je commence à avoir une petite fringale. Seb, tu n'aurais pas une adresse à nous conseiller ? Cyril, mayo, ketchup, nuggets, sel, poivre, burger de la mort. Attardons-nous maintenant, vous l'avez compris, dans les cuisines de Burger Quiz, le jeu culte inventé par Alain Chabat et Kader Aoun, aux règles très décalées, aux questions insolites, et qui se déroule dans un vrai faux décor de diner, a fait les belles soirées de Canal+ en 2001 et en 2002. Si Chabat donc est le principal incarnant du programme, sans oublier évidemment Bruno Salomon en voix off, plusieurs personnalités, notamment du cinéma, vont le remplacer lorsqu'il s'absente pour des tournages de films. On se souvient ainsi de Laurent Baffy, d'Anne de Petrini, d'Alexandre Devoise, de Gad Elmaleh, de Dominique Farrugia et de Cad et Olivier. Burger Quiz est parfois très engagé et surprend avec des spéciales. La première saison d'ailleurs est marquée par une spéciale anti-Jean-Marie Messier en réaction à l'éviction de Pierre Lescure, une émission qui est diffusée en direct et avec de nombreux visages de Canal+. Le jeu disparaît plusieurs années des radars et fait son grand retour en 2018 dans le groupe TF1. En décembre 2019, il y avait eu une soirée hommage à Gérard Darmon, comme s'il était disparu depuis 10 ans. Et à Noël de la même année, l'émission est rebaptisée Burger Kids, avec des candidats âgés de 7 à 9 ans en équipe, avec des personnalités habituées du jeu.
Parmi les nouveautés aussi sur TMC, il y a un personnage qui fait son arrivée dont je suis clairement fan. Il s'agit de Burgy, une marionnette de burger doublée plus ou moins bien par Alain Chabat et fabriquée par Alain Duverne. Vous savez, c'est un concepteur réputé. Il est déjà derrière les marionnettes du Bébé le Show, des Minicums ou encore des Guignols de l'Info. C'est aussi le retour de Marina Foïs et qui exige cette fois-ci d'être payée, comme lors de la toute première saison de Burger Quiz. En attendant, de nouvelles émissions inédites, des rediffusions sont proposées régulièrement sur TMC, on peut jouer aussi à la maison avec la boîte de jeux officielle Burger Quiz, qui est vraiment très réussie, ou encore le cahier de jeux avec plein de petits stickers. Et après un late show éphémère pendant la dernière Coupe du Monde de football, on retrouvera prochainement Alain Chabat à la réalisation d'une série d'animation Astérix pour Netflix. Le casting des stars invitées dans Burger Quiz était digne des plus belles couvertures du magazine People et aurait d'ailleurs pu figurer au sommaire d'une ancienne émission de TF1. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Diffusé chaque soir en direct de 1998 à 2002 et basé sur le format américain Entertainment Tonight, l'émission Exclusif avait pour particularité d'être présentée sous la forme d'un journal télévisé. Initialement diffusé à 18h25 sous le titre Exclusif ce soir, elle est rebaptisée Exclusif dès le 18 mars 2002 après avoir changé de case horaire pour une diffusion à 16h30. Le plateau ressemble à ceux des journaux télévisés outre-Atlantique, aux couleurs acidulées et sur lesquels évolue un duo d'animateurs, un homme et une femme. Durant près d'une demi-heure, toutes les informations et l'actualité des stars du cinéma, de la chanson ou de la télévision sont passées en revue, le tout entrecoupé par la diffusion de reportages et d'interviews. D'abord présenté par Emmanuel Gomme et Thierry Clopo, plusieurs animateurs et animatrices se sont succédés, parmi lesquels Frédéric Joly, Stéphanie Pionka, mais aussi des visages plus connus comme Valérie Benaïm ou encore Flavie Flamand. L'humoriste Jonathan Lambert a également fait partie des chroniqueurs de l'émission. Une émission quelque peu semblable à Exclusif, mais dans un autre format, a vu le jour sur TF1 en 1999, sous le nom de Célébrité, diffusée en seconde partie de soirée et animée par Carole Rousseau, Benjamin Castaldi et Stéphane Bern. Parlons maintenant d'un autre programme également diffusé en access sur la Une. De juin à novembre 1997, TF1 diffuse un jeu dans un gigantesque décor où s'entremêlent serpents et échelles. Mokshu Patamu. Produit par Gérard Louvain, Mokshu Patamu était animé par Vincent Perrault qui chaque soir commençait le jeu en nous racontant ceci. Une légende indienne raconte que l'on récompensait les âmes vertueuses en leur faisant gravir des échelles pour atteindre le nirvana, alors que de nombreux et redoutables serpents attendaient les âmes pleines de vices. Mokshu Patamu était une sorte de jeu de loi géant dans lequel 3 équipes de 2 candidats s'affrontaient, les bleus, les jaunes et les rouges. L'un des 2 candidats devait répondre à des questions de culture générale et ses bonnes réponses permettaient alors au second d'évoluer dans une structure géante de 14 mètres de haut comportant 100 cases afin de gagner de l'argent. Le premier duo à atteindre la case 100 remportait le gros lot, soit 50 000 francs. La structure était truffée de défis et de pièges, dont bien sûr les redoutables serpents. Si le candidat avait le malheur de tomber sur une mauvaise case, il se retrouvait avalé par une de ces gueules géantes et glissé sur un toboggan, ce qui le faisait reculer de plusieurs cases. En revanche, si ce dernier avait un peu plus de chance, il pouvait se retrouver sur une case lui permettant d'accéder à des échelles qui le faisaient avancer plus rapidement. Les bonnes réponses et certaines cases bonus rapportaient également de l'argent. Pour la petite anecdote, initialement, Mokshu Patamu avait été proposé par la direction de TF1 à Jean-Luc Reichmann, qui était alors aux commandes des Amours sur France 2. Quant à la voix off de l'émission, ce n'est autre que celle d'Isabelle Benadj, mieux connue aujourd'hui sous le nom de Z et qui officie quotidiennement dans les 12 coups de midi sur TF1, aux côtés d'un certain Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann qui a eu la lourde tâche de succéder à un autre jeu culte de TF1.
Si je vous dis les magasins But, c'est plus, c'est moins, la roue, la vitrine, vous l'avez compris, nous allons nous intéresser au juste prix. C'était le jeu phare de TF1, adapté du jeu américain The Price is Right, dès le 13 décembre 1987 à 14h20, parce qu'on aime la précision. D'abord présenté par Max Meignier depuis le parc d'attractions Mirapolis, puis par Patrick Roy depuis les studios de Bry-sur-Marne. Philippe Rizzoli, lui, prend les rênes en novembre 92 et il va faire évoluer le jeu au studio 107 de la Plaine-Saint-Denis. Il impose son style, notamment avec un jeté de micro lors de ses entrées en plateau. Des produits de sélection à la grande vitrine du dimanche, le but était donc de trouver les prix des cadeaux pour les remporter via des épreuves. L'émission représentait surtout une énorme page de pub géante pour les produits présentés. Les magasins But, la Foire Fouille ou encore les voitures Daewoo ont été des partenaires très fidèles du programme. La marque automobile, d'ailleurs, disparue en 99, avait même sorti une édition juste prix dans ses concessions. Sans oublier les produits dérivés classiques, comme la boîte de jeux de société, mais aussi le pins parlant Philippe Rizzoli. Et ce qu'on adorait à l'époque dans le juste prix, ce sont les jeux, comme les grands classiques, que sont la caisse enregistreuse, le 10 billets, les 3 croix, le fakir, mais surtout les jeux magiques qui s'animent, comme le tyrolien, quitte à effrayer les enfants, dont je fais partie, ou encore ces jeux qui s'allument, comme le jukebox et les clés de la fortune. Dès 98, il y aura encore davantage de jeux avec des créations françaises, cette fois-ci, comme le Code Barre, le Distributeur ou encore le Grand Voyage. Et puis, qui n'a jamais rêvé de participer au Juste Prix? Même Cyril Hanouna avait fait sa première télé dans le Juste Prix en 93. Un peu plus tard, l'été 2001, TF1 et la production décident d'arrêter le jeu malgré les bonnes audiences et déroulent le tapis rouge à Attention à la marche et à Jean-Luc Reichmann, tout droit venu de France 2, qui prend donc le relais le 1er septembre 2001. France 2 tente alors de se venger de ce mercato et va reprendre le concept du juste prix avec le juste euro. Vous vous souvenez pas du juste euro? C'est normal, c'est resté 3 semaines seulement à l'antenne. Rizzoli d'abord refuse de présenter parce qu'il préfère sortir son super album Cuitas las Bananas, et donc c'est Patrice Laffont qui s'y colle. France Télévisions pensait que l'arrivée de la monnaie européenne était une super opportunité pour relancer le jeu culte. Mais en fait, ça va être très compliqué de faire gagner autant d'argent, ce qui donne des cadeaux de sélection moches et des vitrines ringardes. Et puis, quelle idée de lancer le juste euro un 31 décembre 2001. L'ombre de l'original plane trop aussi. La vitrine est rebaptisée boutique ou encore la roue qui est une horloge. Il y a des références implicites à Philippe Rizzoli face à un Patrice Laffont, pas très chaleureux et misogyne, bref, ça ne prend pas. Le temps passe, et surprise, Vincent Lagaffe va dépoussiérer le concept et relancer le juste prix l'été 2009 sur TF1, notamment avec de nouveaux jeux délirants, dont une dizaine sont directement recyclés du Big Deal, et ce, avec succès jusqu'en juillet 2015. Et puis si vous adorez le juste prix, je vous invite à consulter la chaîne du Télévisator sur YouTube et à voir l'excellent film du Palmachot Les Vedettes, qui s'est inspiré également du jeu télé. Alors Seb, tu évoquais à l'instant le fait que Cyril Hanouna fasse sa première télé dans le Juste Prix en 1993, mais en revanche, c'est sur Comédie qu'il fera ses premiers pas d'animateur, et c'est un autre Cyril, tout aussi talentueux, qui va nous en parler. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre de Moure, Paris 17e. C'est ce soir la première de la grosse émission, avec comme invités Chantal Lobby et Alain Chabat, autrement dit les nuls, et Eric et Ramsey, mais aussi avec les Robins des Bois. La grosse émission était une émission d'humour diffusée sur la chaîne Comédie et qui avait pour particularité, les 2 premières années en tout cas, de changer d'animateur presque tous les 2 mois. Entre fin 97 et avril 99 se sont succédés entre autres à l'animation Dominique Farrugia, Raphaël Mesrahi, Alain Chabat, Christophe de Chavannes et encore Kat et Olivier. Ces derniers sont ensuite restés aux commandes du programme de 99 à 2001 avant que Julie Reynaud et Nicolas Deuil ne prennent le relais pour les 2 dernières années de l'émission. Le programme est basé sur le style des late shows à l'américaine avec fauteuils, bureaux, déco et fausses vitres donnant sur Manhattan, bref, les stéréotypes même de ces célèbres émissions outre-Atlantique. Chaque soir, un invité vient faire sa promo et évoque son actualité, le tout est entrecoupé de sketchs et de parodies. La grosse émission a notamment révélé au grand public la troupe des Robins des Bois, Cyril Hanouna,
Jonathan Lambert, Philippe Lelièvre, Stéphane Guillon et bien d'autres. Parmi les séquences cultes de l'émission, on retiendra toutes les scènes de Cyril Hanouna dans les différents commerces à proximité du studio, mais aussi la création du personnage de Damien Béizet par Jonathan Lambert, sans parler des célèbres sketchs de Cadet Olivier comme l'inénarrable Camoulox et Qui a tué Pamela Rose, dont 2 films ont ensuite été tirés. Et vous, chers auditeurs, quelle émission aimeriez-vous voir revenir à la télé? Laquelle mérite selon vous de faire son grand retour sur le petit écran? Dites-le nous en commentaire de ce podcast, mais aussi sur nos réseaux sociaux avec le hashtag #PodcastCensure. Merci de nous avoir écoutés, abonnez-vous au podcast Censure sur votre plateforme préférée et à très bientôt pour un nouveau numéro.